Allô, allô. Aujourd'hui, on va commencer la troisième partie du cours. Dans le fond, on va commencer avec ce qui s'appelle l'estimation d'une moyenne ou d'une proportion par intervalle de confiance. Le titre dit tout. En fait, à quoi ça sert? Ça sert à estimer la moyenne ou la proportion d'une population. Pourquoi? Parce que des fois, ben, tu vas vouloir trouver la moyenne d'une population puis tu n'es pas capable de la calculer parce qu'il y a trop de gens. OK? Fait un exemple de ça, mettons, tu veux savoir c'est quoi la taille moyenne de tous les Canadiens et Canadiennes. OK? Comment mesure tous les Canadiens et les Canadiennes? Ben, la vraie façon de le trouver, tu sais, fait que juste rapidement, je vais faire un petit gribouillage ici. Mettons qu'on veut trouver la moyenne, la taille moyenne de tous les Canadiens et Canadiennes. Il faudrait que je prenne tout le monde individuellement, que je note leur taille et que je prenne la moyenne. Mais de façon réaliste, c'est assez dur à faire. OK? L'intervalle de confiance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de prendre les tailles de tout le monde, ben, je vais me prendre un certain échantillon de taille n. OK? Fait que n, c'est minuscule, c'est la taille d'un échantillon. Fait que, mettons, je vais prendre un exemple, 30 personnes au Canada, et je vais trouver la moyenne de ces Canadiens-là. OK? Donc, c'est pas mal plus facile de trouver la taille moyenne de 30 personnes que de tous les Canadiens. Je sais pas, on est rendu à quoi? Peut-être 43 millions, un truc comme ça. Fait que j'ai juste à prendre la moyenne de 30 personnes au lieu de 43 millions de personnes. Fait que c'est pas mal plus facile. Et habituellement, quand vous allez avoir des résultats qui sont publiés, c'est ça qu'on va publier. Sauf que là, c'est pas la vraie moyenne, c'est une estimation, c'est juste la moyenne de 30 personnes. Fait que pour dire la vraie moyenne est où, mais je vais trouver ce qui s'appelle une marge d'erreur. Dans le fond, je vais dire la moyenne, la vraie moyenne, est environ ce que l'échantillon m'a montré, mais plus ou moins quelque chose. Ce plus ou moins-là, c'est quoi? C'est une marge d'erreur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va dire au final? C'est que, en gros, le gros du calcul qu'on va faire dans cette portion-là, ça va être facile à trouver. En fait, ça va être de trouver c'est quoi ce plus ou moins-là. Et après, une fois qu'on va l'avoir calculé, essentiellement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on va dire, ben, la vraie moyenne de tous les Canadiens, ben, est située entre ce que mon échantillon m'a donné, moins la marge d'erreur que je vais avoir calculée, puis ce que mon échantillon m'a montré, plus la marge d'erreur que j'ai calculée. Fait que c'est essentiellement ça. Ça, on va faire ça pour la moyenne aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va faire la même chose, mais pour estimer la proportion. C'est la même chose qu'on va faire, mais c'est juste que l'idée va être différente. Ici, ça serait pas, comme dans l'exemple que je viens de prendre, c'est on veut estimer la taille moyenne. Ici, ça serait c'est quoi le pourcentage des Canadiens, exemple, qui ont des enfants ou qui gagnent au-dessus de 50 000 dollars. Donc, on va estimer encore quelque chose, mais là, ça ne sera pas une moyenne qu'on va estimer. Dans les prochains cours, ça va être un pourcentage qu'on va estimer. Donc, l'idée va être la même. On va estimer le pourcentage de tous les Canadiens qui gagnent plus que 50 000 dollars par année. OK? Fait que c'est ça qu'on va estimer. C'est un pourcentage qu'on va estimer. Fait qu'on va prendre un échantillon de taille N, on va trouver c'est quoi le pourcentage dans l'échantillon qui gagne plus que 50 000. On va soustraire une marge d'erreur, puis on va additionner une marge d'erreur à la valeur, au pourcentage que l'échantillon me demande. On va dire le vrai pourcentage est situé entre le pourcentage de mon échantillon moins une marge d'erreur, puis le pourcentage. Fait que ça va être quasiment identique. OK, l'estimation d'une moyenne d'une proportion, c'est juste que là, on va l'appliquer sur une moyenne, ici sur une proportion. La différence va être dans les calculs de marge d'erreur. Vous allez voir, mais l'idée va rester la même dans les deux cas. OK. Donc, ici, j'ai un petit exemple qu'on va résoudre tantôt. Fait que, un exemple, vous avez un élevage de saumon, une pisciculture, vous avez 5000 saumons. Et là, vous voulez dire, ben, quand vous allez vendre votre produit, ben, c'est quoi la taille moyenne de mes saumons? OK? Fait que la vraie façon d'avoir la vraie taille, ben, ça serait de prendre tous les 5000 saumons. Là, ça te prend tout qu'un pêcheur. Ben, je sais pas comment il recueille les saumons dans les piscicultures, mais tu prendrais les 5000 saumons, la meilleure, je dirais, la façon pour avoir la vraie mesure, et tu mesurerais les 5000 saumons, et là, tu obtiendrais la vraie moyenne. OK? Mais là, ici, on voit le schéma en bas. Ici, on aurait la moyenne, mais c'est comme pas vraiment réalisable. Fait que qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va prendre un échantillon, et cet échantillon-là, on va prendre la moyenne de notre échantillon. J'ai dit la taille, mais c'était le poids. OK? C'est la masse, fait que c'est 900 grammes. Donc, ici, vous voyez, c'est comme ça, c'est un exemple. J'ai pris un échantillon de 36 saumons. OK? Premier échantillon. Et là, j'ai vu que la masse moyenne de mon premier échantillon était environ de 900 grammes, avec un écart type de 30. Ici, c'est quoi ces deux bornes-là? En fait,
je vais calculer une marge d'erreur comme j'ai indiqué là, et je vais l'additionner à ma moyenne échantillonnale. Je vais la soustraire à ma moyenne échantillonnale. Ça va me donner deux bornes dans lesquelles la vraie moyenne a des chances de se situer. J'aurais pu faire un deuxième échantillon. OK? J'enlève mes 36 saumons, j'en reprends 36 nouveaux. Mais la moyenne, vu que c'est 36 nouveaux saumons, peut-être qu'il y en a qui vont être les mêmes que la première fois, mais les chances que je repogne les mêmes 36 saumons la deuxième fois que la première sont assez basses. Fait que je reprends 36 saumons, je retrouve une nouvelle moyenne et je retrouve une marge d'erreur. Et vous voyez qu'encore, la moyenne, ça ne sera pas pareil, mon intervalle, OK? Parce que la moyenne de départ ne sera pas pareille, la marge d'erreur va peut-être changer, mais la moyenne, elle va être encore située dans mon intervalle. OK? Fait que le schéma ici, c'est ce qui indique. Fait que si je prends, ici, j'ai 20 échantillonnages que tu as fait, et je vais revenir tantôt sur ce dessin-là en temps et lieu, mais l'idée, c'est ça. OK? La plupart du temps, la moyenne va réellement être contenue entre ma moyenne que de l'échantillon que j'ai pris, plus ou moins les marges d'erreur que j'ai pris. OK. Fait en gros, le calcul qu'on va essayer de voir, c'est quoi la marge d'erreur? Et vous avez, tout est indiqué ici. OK? Donc, l'idée, c'est de prendre, pour estimer la moyenne d'une population, on va prendre un échantillon et on va additionner une marge d'erreur et on va soustraire une marge d'erreur. OK? Le calcul de la marge d'erreur, c'est simplement qu'est-ce qui est ici. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Fait que ma marge d'erreur est là et c'est indiqué en même temps sur ce qui est là ici. OK? Fait que c'est la même chose, fait que je ne reviendrai pas. Fait que X bar moins la marge d'erreur, X bar plus la marge d'erreur va contenir la moyenne. Elle va être quelque part à l'intérieur de ça. Si, OK, fait qu'on voit dans le fond ici, qu'est-ce qu'on a, c'est un petit alpha. OK, ça, ce symbole-là, je vais le faire en plus gros, c'est ça comme ça. Vu que j'ai pris, je reviens à mon dessin en haut, j'essaie d'estimer la moyenne de la population. J'essaie d'estimer ça. OK? Donc, j'ai pris un échantillon, donc c'est sûr que je vais avoir un certain risque d'erreur que la moyenne ne soit pas contenue. Regardez tous les échantillons que j'ai faits. Premier échantillon, deuxième, troisième. La plupart du temps, la moyenne va être contenue dans mon intervalle. Sauf, vous voyez ici en rouge, la moyenne est à l'extérieur de l'intervalle. Ça va arriver que je vais me tromper. OK? Dans notre intervalle de confiance, on a ce qui s'appelle le niveau de confiance. OK? Fait que le niveau de confiance, il va être mentionné à chaque problème. C'est dans le fond la probabilité que la vraie moyenne de la population, mu, soit réellement dans ton intervalle. Le niveau de confiance, exemple, si c'est 95%. Ça veut dire que 95% du temps, tu vas avoir raison avec ton intervalle. OK? Et ça veut dire que 5% du temps, si tu es confiant à 95% que la moyenne est réellement dans ton intervalle, il y a une fois, là, j'ai 20 tentatives, il y a une fois dans les 20 que tu vas te tromper, donc ça, c'est mon risque d'erreur. OK? Donc, comptez ici, j'ai 20 échantillons que j'ai faits, différents de 36 saumons. 19 fois sur 20, dans ce cas-là, j'ai eu raison. Puis une fois sur 20, j'ai eu tort. Mais c'est ça mon risque d'erreur. OK? Donc, c'est quoi le Z alpha sur 2? Mais le risque d'erreur, c'est ça ton alpha. OK? Une façon de l'écrire, on pourrait dire c'est 0,05. Bon, le Z, en fait, lui, on vient de terminer la loi normale. En fait, dans la formule de la marge d'erreur, le Z alpha sur 2, il représente quoi? Il représente le Z que tu devrais avoir pour que tu aies un risque d'erreur de 5% de part et d'autre. Fait que ça, je suis sûr à 95% de mon intervalle. OK? Fait que ça, c'est mon niveau de certitude. Fait que ça, c'est mes deux bornes de mon intervalle, comme j'ai fait dans la page d'après. OK? C'est X bar moins marge d'erreur, X bar plus marge d'erreur. Fait que je suis sûr à 95% que la moyenne est là-dedans. Fait que si je suis sûr à 95% qu'elle est à l'intérieur, mais en fait, j'ai un risque d'erreur de 5% à l'extérieur de mon intervalle. Mais 5%, c'est mon alpha. OK? C'est mon risque d'erreur. Puis vu que j'ai deux zones combinées qui font mon risque d'erreur de 5%, mais de chaque côté, j'ai 5% divisé par 2. OK? Donc, j'ai 0,025. J'ai 0,025 là. Donc, c'est quoi Z alpha sur 2 dans la formule? Ça serait quoi le Z qui me donnerait un risque d'erreur divisé par 2 à sa droite et à sa gauche? C'est ça qu'on va chercher dans le tableau tantôt. OK? Fait que c'est simplement ça. Ça peut être encore confus, mais ça va tout se mettre en place avec les exemples.
Donc, rapidement, tu as un niveau de confiance de 95%, ton risque d'erreur est de 5%, tu le divises en deux, fait que tu cherches le Z qui te donnerait ce risque d'erreur-là. OK? Fait qu'on va faire un petit exemple dans 2 minutes avec ça. OK? Fait que ça va être plus simple. OK. Dans cette matière-là et dans la matière qui va s'en venir, il va y avoir des petits ajustements qu'on va faire des fois. Si dans les mises en situation, je vous dis que, mais exemple avec mes saumons, mettons, je pêche mes saumons, admettons que je les remets dans le bassin après les avoir pêchés, et je pêche le deuxième, mais je veux dire, j'ai fait ça avec remise. OK? Donc, avec remise en mise en situation, c'est quand tu prends une unité statistique, tu la mesures et tu la remets dans le bassin, mais tu as fait avec remise. OK? Quand vous faites un échantillonnage avec remise, ben ça, c'est la formule qu'on prend. OK? Fait que ça, c'est avec remise. Tout bonnement, il n'y a pas d'ajustement à faire. Si je vous dis par contre que vous pêchez un saumon, vous le mesurez ou vous le pesez et vous ne le remettez pas dans le bassin. C'est-à-dire que la deuxième fois que vous allez pêcher pour le deuxième saumon parmi les 36, le premier, il n'est pas dans le tas. Donc ça, on va appeler ça sans remise. OK? Donc si je vous dis que votre échantillon, l'échantillon il a été fait sans remise, et là que je vous donne aussi, il faut que les deux conditions-là soient combinées, la première et la deuxième. Si l'échantillon il est sans remise et que la taille de la population, j'avais 5000 saumons, est plus petite que 20 fois la taille de l'échantillon, ben, la marge d'erreur, elle va être multipliée par ce facteur-là. OK? C'est un facteur de correction qui est dû à un échantillonnage sans remise. Je vais aller plus tard dans le cours expliquer c'est quoi la logique derrière ça. Mais là, je ne veux pas trop en dire pour l'instant. On a en masse à voir. OK? Donc, si l'échantillonnage est fait sans remise, vos calculs sont là. Si c'est sans remise et combiné au fait que grand N est plus petit que 20 fois petit n, vous multipliez votre calcul de marge d'erreur par ceci. OK? Bon, assez de discussion. On va faire un petit problème ensemble. Euh, un laboratoire a une population de 150 souris, dont la taille est distribuée normalement. Est distribuée normalement avec un écart type de 2 centimètres. Fait qu'on peut juste identifier, il y a une population N majuscule de 150 souris au total. Il y a un écart type de 2 centimètres. C'est l'écart type de la population. On prélève sans remise. Oh, ici, il devrait y avoir un petit, petite indication qu'il y a de cas spécial. Sans remise. On prélève sans remise un échantillon de 30 souris, dont la taille moyenne est de 14 centimètres. Fait que, si on regarde le contexte, tu veux estimer la taille moyenne des 150 souris, mais au lieu de calculer les 150 souris, tu prends 30 souris, puis tu obtiens une moyenne de 14 centimètres. Construisez un intervalle de confiance pour trouver c'est quoi la vraie moyenne des 150 souris. Fait que la vraie moyenne, ça va être 14, plus ou moins quelque chose, qui est une marge d'erreur. Fait qu'on va calculer c'est quoi cette marge d'erreur-là, puis il va juste nous rester à l'additionner puis à le soustraire de notre moyenne échantillonnale. Fait que ma marge d'erreur, comme j'ai dit, ça va être Z, ok, comme dans nos calculs. Alpha sur 2, mon risque d'erreur divisé par 2. Donc, c'est là que ça rentre en compte. Ton Z, en fait, va être directement lié à ton niveau de confiance. Si tu es confiant à 99%, on peut se faire un petit dessin. Si je suis sûr à 99%, ma moyenne va être dans mon intervalle, ben, ça veut dire que je suis pas sûr à 1%. Donc, ici, c'est la moitié de 1%. Ici, c'est l'autre moitié de 1%. Donc, le Z, c'est quoi? Ça serait le Z qui ferait que j'aurais 99% entre mes deux Z, puis que j'aurais 0,5% à droite et à gauche. Fait que c'est quoi ce Z-là? OK? Fait que c'est le Z qui me donnerait 0,05% dans ma... euh, ou plutôt, en fait, 49,5% ici. OK? Fait qu'on a, vu que c'est 99%, on le divise en deux. C'est quoi le Z qui me donnerait ça? Donc, on va chercher ce Z-là, fois mon écart type qui est 2, divisé par la racine de 30 souris. Et là, il faut se poser la question, si c'était avec remise, on arrêterait là. C'est ça ma marge d'erreur, on aurait juste à trouver Z. Sauf que là, on dit que c'est sans remise. On devrait allumer, OK, sans remise, ça se peut qu'il faut que je multiplie par ça. On va juste vérifier si la condition grand N est plus petit que 20 fois petit n est respectée. Grand N, c'est 150. Petit n, c'est 30. 20 fois 30, ça fait 600. Fait que clairement, 150, grand N, c'est plus petit que 20 fois petit n.
OK? Donc, on va faire le facteur de correction qui est ici. Donc, on va multiplier notre marge d'erreur dans ce cas-là par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Notre Z, si on va dans la table à loi normale, on va chercher 49,5, ben, ça va nous donner 2,575. OK, en le cherchant, on vient de sortir de la loi normale, on cherche notre Z, ça donne cette valeur-là, et c'est ce qu'on met dans notre à place de Z ici. Fait que 2,575, ben, je vais l'effacer, je vais le marquer, je manque de place un petit peu. On va l'écrire là. Fait que 2,575. Si je fais le calcul, 2,575 fois 2 divisé par la racine de 30 fois la racine de 120 divisé par 149. Ça va me donner une marge d'erreur de 84,38. De 0,84, pardon, 38. C'était des centimètres. Fait qu'en gros, qu'est-ce que ça me dit, la marge d'erreur? Ben, ça dit c'est la marge que je laisse pour me dire je me suis peut-être trompé de 0,8438 centimètres. Donc, je veux dire, c'est quoi la masse de toutes les souris? Deux façons de l'écrire. Ben, la masse fait partie, est un élément du domaine allant de qu'est-ce que mon échantillon me démontre? 14. Sauf que c'est un échantillon. Donc, je vais y laisser moins 0,8438 à côté. Fait que 14 moins cette réponse-là, qui fait 13,100. Bon, on l'arrondit à deux décimales. 16 cm, 13,16 cm et 14,84 cm. Et on va rajouter, c'est important de dire on est confiant à quel niveau? Avec 99% de confiance. Fait que ça va ressembler à ça. OK? Fait que c'est ça ma moyenne. Euh, le niveau de confiance est de 99%. On va refaire le même problème, mais cette fois, on va faire un niveau de confiance à 95%. Donc, je devrais être moins sûr un petit peu, mais on va regarder qu'est-ce qui arrive. Fait que ma marge d'erreur, si mon Z maintenant il passe de 99 à 95, ben, j'ai encore le centre. C'est quoi mes bornes là? J'ai 95% de part et d'autre. Donc, j'ai 47,5 ici, 47,5 de l'autre bord. Donc, le Z que je vais chercher dans ma table à l'eau normale, je vais chercher dans les pourcentages 47,5. Ça me donnait 1,96. Fait que la marge d'erreur, ça va être Z, qui est 1,96 fois l'écart type qui n'a pas changé, sur la racine de la taille de l'échantillon qui n'a pas changé. Ici, maintenant, c'est avec remise. Je l'ai spécifié. Assumons que l'échantillon est fait avec remise. Donc, le facteur de correction, il n'y a plus lieu. Donc, ça va être simplement ça, ma marge d'erreur. 1,96 fois 2 divisé par la racine de 30. Fait que ça me donnait 0,7157. On va dire ça. OK? Centimètres. Donc, ma moyenne dans ce cas-là va être un élément du domaine allant de 14 moins ça, va me donner 13,71, ouais. 13,28. On rendu à deux décimales encore, centimètres. Et 14, alors rendu à 0,72, 14,72 centimètres. OK? Avec 95% de confiance. Il faut tout le temps le dire, niveau de confiance. OK. J'aimerais juste ça qu'on remarque maintenant. Habituellement, on va dire, ben, tu te fais un intervalle pour contenir la vraie moyenne. C'est mieux d'être sûr à 99% que 95. Tu es sûr à 99% au lieu de 95, donc tu as plus de chances d'avoir la bonne réponse à 99%. Mais remarquez les valeurs, ce qui s'est passé. Quand je suis sûr à 99%, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma zone est plus grande de confiance. Donc, mon Z que je mets dans mon calcul ici, ben, vu que ma zone est plus grande, mon Z est plus loin du centre. Donc, mon Z prend une plus grande valeur.
J'ai remarqué mon Z ici à 99%, c'est 2,575. Puis remarqué quand je suis à 95, vu que mon intervalle est moins, elle contient moins de valeur à 95%, mon Z est plus rapproché, donc il est ça. Donc, dans le premier calcul de marge d'erreur, le Z est plus grand, dans le deuxième, il est moins grand. Fait que regardez l'impact d'augmenter ou rétrécir le niveau de confiance, ça modifie mon Z, qui modifie ma marge d'erreur. Fait que ma marge d'erreur à 99% est de même, puis à 95% est de même. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que mon intervalle de confiance, ben, ici, il est beaucoup plus large. À 99%, vu que ma marge d'erreur est plus grande, ben, mon intervalle est plus grand, il est plus large. Donc, regardez, à 99%, c'est entre 13,16 puis 14,84, puis à 95%, j'ai une plus petite marge d'erreur, donc mon intervalle il est plus rétréci. Donc, oui, tu es plus sûr à 99%, mais c'est comme une illusion un peu. Tu as juste agrandi ton intervalle. Oui, je suis plus sûr, mais c'est parce que j'ai un plus grand intervalle. Si j'ai 95, je suis moins sûr, mais je suis plus précis. OK? Fait que c'est comme un choix qu'il faut faire. Mais habituellement, les recherches et les études vont utiliser la grosse majorité du temps 95%. OK? C'est comme un entre-deux, parce que des fois, on va voir dans les cas, tu peux avoir 90%, 92%, et toutes ces affaires-là. Fait que 95, c'est juste un milieu qu'on prend habituellement. Et la façon de le nommer, si vous lisez des recherches, des rapports, tout ça, on va habituellement dire 19 fois sur 20. 19 sur 20, ça fait 0,95 qui fait 95%. Et là, je reviens, en fait, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aurais fait exactement avec mon problème du souris 20 fois, la première fois, ben, ça aurait été un certain nombre de souris, j'aurais une certaine moyenne avec un certain intervalle. Je l'aurais fait une deuxième fois, je recommence du départ. Je sélectionne des souris, il y en a qui sont les mêmes, d'autres pas les mêmes, peut-être. Ça me donne un deuxième intervalle. Je le fais une troisième fois, je le fais 20 fois, mais il y a 19 fois sur 20 que je vais réellement contenir la vraie moyenne mu. Puis il y a une fois que je vais me tromper. C'est ça que ça veut dire le 95%. 99%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je répéterais cette expérience-là 100 fois, OK, il y a 99 fois sur les 100 que j'aurais réellement la vraie moyenne. Mais c'est sûr que j'ai agrandi mon intervalle plus que dans ce cas-là. OK, fait que 99 des 100 fois, je l'aurais, mais il y a une des 100 fois que je l'aurais pas. OK? C'est ça que ça veut dire. Euh, OK. Une petite notion supplémentaire. Nous autres, qu'on a fait pour notre calcul de marge d'erreur, on a assumé qu'on connaissait l'écart type de la population. Mais habituellement, on n'aura pas cette valeur-là. OK? Je répète, tu essaies d'estimer c'est quoi la moyenne d'une population. Fait que tu n'as pas cette valeur-là. Puis on se rappelle que dans le calcul de l'écart type, tu as besoin de la moyenne pour calculer l'écart type. Fait que tu n'as pas la moyenne, mais tu aurais l'écart type pour trouver la marge d'erreur pour estimer la moyenne. OK? C'est comme la poule ou l'œuf, là. Ça marche pas. Mais des fois, tu vas avoir cette information-là. Fait que tu peux la prendre. Fait que si vous détenez cette information-là, dans tous les cas statistiques, c'est elle que vous prenez. Ça, c'est bon pour les prochains cours. Et si vous ne la savez pas, en fait, on va l'estimer avec, au lieu de prendre l'écart type de la population qu'on n'a pas, on va prendre celle-là d'un échantillon. Ça n'aura pas de gros impact si la taille de ton échantillon est assez grande, plus grande que 100. Et ça va avoir quand même une certaine précision entre 30 et 100. Mais si ton N est plus petit que 30, il va y avoir des petits problèmes de précision avec ça. OK, mais dans nos cas-là, on va prendre l'écart type de l'échantillon. OK? Comme on va revenir à mon problème sur les saumons, puis après ça, on va passer à autre chose. Euh, 5000 saumons, comme je disais tantôt, ont été placés, fait qu'on a notre grand N. On a notre petit N, on a 36 saumons qui ont été prélevés. Ici, c'est pas mentionné avec ou sans remise. OK? Fait que si c'est pas mentionné, OK? Fait que si c'est non mentionné, on assume que c'est avec remise. OK? Fait que c'est tout le temps ça. Par défaut, là, si je le dis pas avec ou sans remise, assumez que c'est avec remise. On a une moyenne de 900 grammes. On a un écart type de l'échantillon de 30 grammes. À partir d'une mesure de l'échantillon, déterminer un intervalle sûr à 92% qui va vraiment contenir la moyenne des saumons. Donc là, notre intervalle est sûr à 92%. OK, donc j'ai 46% là, 46% là. Donc 92%, c'est quoi la code Z qui me donnerait 46%? On peut aller à la fin des notes. Fait que si vous regardez dans vos notes, on a plusieurs tableaux. Là, on va prendre vraiment celui de la loi normale. 46%.
tombe à 1,75. Donc ça va être 1,75, ma code Z. OK? Ou puis moins 1,75, mais on a juste besoin de Z. Donc, ma marge d'erreur, fait que je vais dire pour que les 5000 saumons, c'est quoi la vraie moyenne? C'est 900, plus ou moins de marge d'erreur. C'est quoi la marge d'erreur? C'est 1,75 fois l'écart type, divisé par la racine de 36. Et là, est-ce que je multiplie par le facteur de correction sans remise? Non, c'est avec remise. Puis même si ça avait été sans remise, le grand N, il est plus grand que 20 fois petit n, fait que j'aurais pas besoin de faire de facteur de correction. 1,75 fois 30 divisé par 36, ça va me faire 8,75. Puis c'est des grammes. Donc, avec 92% de confiance, un petit bug de crayon. Oh boy, ok, je vais essayer de corriger ça. Je suppose, ce sera pas long. Donc, 92% de confiance, la moyenne, on dirait que j'ai fait une signature fancy, là. La moyenne va être située à 900 moins ça, qui va me donner 891 et 25 grammes, et 908 et 75 grammes. OK? Donc, c'est simplement ça. Ici, c'est plus un petit phénomène. Bon. OK, comme j'ai parlé tantôt, fait qu'il en reste ça. On a quasiment terminé ça. Ça. Euh, Dans l'exemple précédent, fait que là, ici, c'est important aussi de comprendre c'est quoi quand tu modifies un paramètre, qu'est-ce qui se passe avec ton intervalle. Fait que dans l'exemple précédent, en sachant que la marge d'erreur Z, on a calculé ici, qui arrive ici à l'intervalle. Fait que l'intervalle, c'est la largeur, dans le fond. La largeur est déterminée par la valeur de la marge d'erreur. Si on prend plus de valeur, qu'est-ce qui arrive? Fait que, tu sais, on veut estimer la moyenne mu, comme dans l'exemple des saumons. Qu'est-ce qui arrive si tu prends plus de valeur? Mais ton intervalle va être plus précis. Pour un même niveau de confiance, ton intervalle va être plus clair. OK? Tu as plus de valeur. Fait que ça, tu peux le vérifier mathématiquement. Si tu prends plus de valeur, ben N ici, dans ton calcul de marge d'erreur, tu sais, ma marge d'erreur devrait rétrécir si tu as plus de valeur, parce que tu as moins de marge d'erreur, t'es plus certain de qu'est-ce que tu veux estimer. Fait que N est plus grand, mais ça va juste faire rapetisser mon chiffre, donc la marge d'erreur va baisser, vu que N est plus grand. Si ma marge d'erreur abaisse, ben mon intervalle, c'est X plus ou moins la marge d'erreur, donc ça va être plus ou moins un plus petit chiffre. Fait que qu'est-ce qui arrive si on augmente la taille de l'échantillon qui arrive à l'intervalle? Ben, l'intervalle rétrécit. Fait que l'intervalle rétrécit. Si on augmente le niveau de confiance. Fait que si on augmente le niveau de confiance, c'est comme le pourcentage, ben là, la zone est plus grande. Donc, mon Z agrandit. Donc, dans mon calcul ici, le Z devient plus grand. Donc, ma marge d'erreur va augmenter. Si ma marge d'erreur est plus grande, mais l'intervalle s'agrandit. Fait que l'intervalle s'agrandit, tout simplement. Donc, ça ressemble à ça. Euh, Quelle taille d'échantillon choisir pour estimer la moyenne de la population? Fait que ici, on a vu le calcul de la marge d'erreur est là. Le problème, OK, fait que c'est bien beau tout ce qu'on a fait à la date, mais il y a un petit problème. Admettons que vous décidez d'estimer la taille des saumons. Là, je vais vraiment inventer de quoi d'un peu farfelu. Fait que tu veux estimer ça. OK? Fait que tu dis, ben moi, je vais prendre 30 saumons. Tu trouves ta moyenne, tu trouves ton écart type, tu calcules ta marge d'erreur. Que, mettons, ta moyenne, elle donne comme tantôt. Mettons, ça te donne 900 grammes. Tu trouves un écart type quelconque, tu calcules ta marge d'erreur, et là, ta marge d'erreur, elle te donne 600 grammes. OK, là, j'exagère, j'invente une mise en situation. Vous voyez le bien fondé de qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, je répète, tu veux estimer la moyenne de la population, tu prends un certain nombre d'unités statistiques, tu prends ta moyenne, tu calcules ta marge d'erreur, puis bang, elle est vraiment énorme. Mais là, notre estimation, ça serait de dire que la moyenne est un élément de 900 moins la marge d'erreur, qui va faire 300 grammes,
puis 900 plus la marge d'erreur qui est 1500 grammes. Et là, vous allez dire, ben, la masse moyenne des saumons est située entre 300 et 1500 grammes. Je viens pas mal de perdre mon temps parce que j'aurais pu guesser ça pas mal. OK? Entre 300 et 1500, c'est pas vraiment un intervalle super précis. Le problème, c'est que ma marge d'erreur est trop grande, donc ça agrandit trop mon intervalle. C'est quoi le problème? Pourquoi ma marge d'erreur est trop grande? Mais habituellement, si on regarde le calcul, je redescends plutôt. Ma marge d'erreur, c'est trop grande, c'est quoi le problème? C'est peut-être que ça, c'est trop petit. OK? Si ça, c'est petit, ben, on divise par un petit chiffre, donc ça s'agrandit. Si ça devient plus gros, mais ça rapetisse. Fait que le problème dans tout ça, mon intervalle est vraiment trop grand. Le problème, c'est que j'ai pris au hasard un n dans la simulation que je viens de faire et je me suis ramassé avec une marge d'erreur qui est trop grande. Mais ça a été long, hey, j'ai pêché 30 saumons, je les ai mesurés, j'ai tout fait ça, j'ai peut-être passé 2 jours à faire ça. Puis je me ramasse avec un intervalle qui me sert absolument à rien. Le problème, c'est que j'ai une trop grosse marge d'erreur, j'ai pas pris assez d'unités. Mais ça, je ne le savais pas au début. J'aurais aimé ça savoir au début. Combien de saumons est-ce qu'il faut que je prenne pour avoir une marge d'erreur? Moi, j'aurais aimé ça avoir une marge d'erreur de 10 grammes, exemple. C'est sûr, fait que si j'ai 10 grammes, mon intervalle va être vraiment petit. Mais comment de saumon est-ce qu'il faudrait que je prenne pour avoir cette marge d'erreur-là? Ça, c'est la vraie façon de faire. OK? Donc, habituellement, là, je vous ai tout expliqué le fonctionnement des intervalles de confiance, mais la vraie méthodologie, c'est habituellement, tu vas décider du niveau de précision que tu voudrais à la fin pour ton intervalle. Moi, je voudrais ça à la fin. Et on va faire le processus inverse. Si je veux une marge d'erreur de 10, combien d'unités statistiques il faudrait que je prenne? Ça serait quoi la taille d'échantillon qu'il faudrait que je prenne pour obtenir ça? Fait qu'habituellement, on va connaître, on va cibler la marge d'erreur souhaitée au début. Un écart type, on va faire un pré-échantillon, ok, parce qu'on n'a pas pris l'échantillon, fait que l'écart type, on ne l'a pas encore, mais on va faire un pré-échantillon de 30 données, on va calculer un écart type, on va le mettre dans notre calcul, on va prendre notre niveau de confiance. C'est 95% de confiance, ok, cool. Mon Z, c'est 1,96. On va tout faire ça à la 2. En passant, ici, c'est quoi ce calcul-là? J'ai juste isolé mon N dans ma formule. OK? Fait que tu envoies N l'autre barre, tu envoies la marge d'erreur l'autre barre, tu mets tout à la 2, donc N est égal à ça. OK? Je fais juste prendre cette formule-là, puis inverser les N puis les ME, puis me débarrasser de la racine, j'obtiens ça. Fait que c'est combien d'unités statistiques il faut prendre pour avoir une marge d'erreur qu'on prédétermine? Ben, c'est ce calcul-là qu'on fait. OK? Donc, si on regarde avec un exemple, euh, on a prélevé un échantillon de 144 chevreuils en bonne santé. On a pris leur température corporelle à l'aide d'un thermomètre digital précis au dixième de degré et avons obtenu une température moyenne de 36,3 ainsi qu'un écart type de 15 degrés Celsius. Bon, le A, c'est comme pour se rappeler un petit peu ce qu'on vient de faire. On croit généralement que la température normale des chevreuils est de 37 degrés Celsius. Cette croyance vous semble-t-elle fondée avec 95% de confiance? Fait que ça, les intervalles de confiance nous permettent de vérifier aussi est-ce que c'est possible euh, si une affirmation est possible ou non. Fait qu'on croit généralement que la moyenne, la température moyenne des chevreuils, même les humains, est de 37. Est-ce que ça a du sens? Mais on va calculer, ben, c'est quoi un intervalle de confiance qui devrait contenir la moyenne? Puis si 37 degrés, ça, c'est pas dans mon intervalle, ben, 37, c'est bizarre. Fait que je vais me trouver un intervalle de confiance. Donc, j'ai ma moyenne échantillonnale qui est là. J'ai mon écart type qui est ici. J'ai mon échantillon de chevreuil. Puis vu que j'ai 95% de confiance, ici on l'a mesuré tantôt, je sais que Z va être 1,96. Donc c'est quoi ma marge d'erreur dans ce cas-là? Ben, ça serait 1,96 fois 0,15 sur la racine de n, qui est 144. Je dis pas que c'est avec ou sans remise, donc je laisse ça intact. 1,96 fois 0,5 divisé par 12. Fait que je vais avoir 0,0245 degrés Celsius de marge d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 95% confiance, juste pour la forme, je vais l'écrire différemment. C'est toutes des équivalences d'écriture. Fait que si je veux dire, ben, la moyenne de température des chevreuils devrait être, la vraie moyenne devrait être entre ce que mon échantillon montre moins ça. Donc, entre 36,28 degrés Celsius et 36,3 plus ma marge d'erreur, fait que 36,28
Je vais le laisser à deux décimales. 36,3 plus, ça va me faire 36,32 degrés Celsius. Puis là, je vais dire 19 fois sur 20. OK, qui veut dire 95%. Fait que là, ça, la vraie moyenne devrait être entre ces deux bornes-là. Fait que, est-ce qu'on a raison de croire que la température moyenne des chevreuils est de 37? Ben non. OK, c'est clairement cette moyenne-là qui est des oui-dire, ben, est clairement en dehors de l'intervalle de confiance pour la moyenne que moi j'ai vraiment calculé 95% du temps. Fait que c'est très improbable. OK, fait que on se fait une phrase 37 degrés est très improbable. Là, je manque de place, là, mais car à l'extérieur. Excusez-moi, je vais déborder. À l'extérieur de notre intervalle. OK, bon. Fait que ça serait pour revenir un petit peu à ce qu'on a fait avant, puis j'ai rajouté l'élément, mais on peut vérifier si une valeur est crédible ou pas pour la moyenne. Maintenant, moi, je trouve que la marge d'erreur qui a été calculée, en vrai, je trouve qu'elle a du sens, mais mettons, je la trouve trop grosse. J'aimerais ça avoir un intervalle pour estimer la vraie température moyenne des chevreuils, mais qu'il soit encore plus précis. Fait que clairement, j'ai pas pris assez de chevreuils. Il faudrait que j'en prenne plus. Combien faudrait que j'en prenne pour que ma marge d'erreur, elle soit pas de 0,0245, mais elle soit de 0,01. Ça, je peux le décider au début. Fait que le nombre d'éléments que je vais prendre, juste revenir à ma formule vite fait. Le nombre d'éléments que je vais prendre, ça va être ceci. Z, S sur ME, puis tout ça au carré. Fait que ça va être Z, S de X sur la marge d'erreur, tout ça au carré. Z, 95%, fait que c'est 1,96. On va les apprendre par cœur, ça revient souvent. La marge d'erreur que je veux, l'écart type que je veux, ben, c'est 0,15. OK, l'écart type ne changera pas vraiment avec le temps d'un échantillon à l'autre, surtout quand tu as 144 chevreuils, il y a des grosses chances que cet écart type-là soit le bon. Ça ne varie pas tant que ça d'une fois à l'autre pour des grands échantillons. La marge d'erreur est de 0,01 ici. Fait que je mets tout ça à la 2. Donc, je fais 1,96 fois 0,15 divisé par 0,01. Fait que ma marge d'erreur, le nombre. OK, puis je mets ça à la 2. Fait que le nombre, ça va me donner 864,36 chevreuils. Ça, c'est le nombre qu'il me faudrait pour tomber à cette marge d'erreur-là. OK? Fait que c'est le nombre minimum de chevreuils qui me donne la marge d'erreur. Si j'arrondis vers le bas, ben j'aurai pas assez de chevreuils pour avoir cette marge d'erreur-là. Fait que ma marge d'erreur, si j'arrondis à 864, je vais avoir un petit peu plus que 0,01 de marge d'erreur. Fait que dans cet cas-là précis, on va toujours arrondir vers le haut. OK? Fait que c'est 865 chevreuils que je devrais prendre. OK? Fait que c'est simplement ça. Je vais terminer avec la dernière notion. OK? Euh, Tout ce que j'ai fait à la date, c'est quand on avait certaines conditions qui étaient respectées. La première à vérifier, c'est que la taille de l'échantillon était au-dessus de 30. À chaque fois que je vous donne un problème ou vous avez une situation dans la vie que votre taille d'échantillon est plus petite que 30, vous devriez avoir, dans le fond, votre intuition qui dit, OK, il faut que je vérifie d'autres choses. Si c'est plus petit que 30 et que les deux conditions-là sont respectées aussi, OK, fait que chaque fois que la taille d'échantillon, ça devrait être vraiment votre signal, est plus petite que 30, vous devriez vérifier après ça si la condition 2 et 3 sont respectées. Si c'est respecté, OK, la principale étant que l'écart type dans la population est inconnu, puis que c'est plus de 30, votre Z, dans votre calcul de marge d'erreur, là, on se rappelle la marge d'erreur, votre Z va changer pour une autre variable qui va être la variable T. OK? C'est une loi de Student qui est venue remplacer la loi normale pour les petits échantillons. Fait que tout le reste va être identique. C'est juste que regardez le calcul, votre marge d'erreur, au lieu d'être avec Z, elle va être avec une autre variable qui s'appelle T. OK? Mais votre marge d'erreur reste la même. OK? C'est tout le même principe. Euh, fait que je vais vous montrer avec l'exemple-là comment. En fait, la seule différence, c'est d'aller chercher T dans la loi de student à la fin de, de vos notes au lieu de Z dans la loi normale. Mais le reste, tout est identique. Fait que, imaginons que mes 5000 saumons du début,
J'avais pas, j'avais pas 36 saumons, j'en avais 20. OK, 20, vous lisez la mise en scène. 20, c'est plus petit que 30. Hmm. Est-ce que ça suit une loi normale? Oui. Est-ce que l'écart type de la population est donné? Non. J'en ai un écart type, mais c'est lui de l'échantillon. C'est S de X, ça. C'est pas sigma de X. Fait que l'écart type de l'échantillon est donné, mais pas lui de la population. Donc, mes trois conditions qui sont en haut de cette page-là sont mentionnées. Donc, je vais prendre student. OK? Quand je dis je vais prendre student, c'est que je vais prendre T au lieu de Z dans mon calcul. Donc, je vais refaire mon calcul de marge d'erreur avec student. Fait que je vais prendre T, OK, fois S de X sur racine de N. Comment ça fonctionne? Fait qu'on va aller voir ça. À noter que j'ai 20 données. OK? Je vais vous le dire tout de suite, en fait. Les lignes où ce qu'on va chercher, ça va être la taille de l'échantillon -1 et la colonne va être selon le niveau de confiance. Fait que je suis sûr à 95%. On garde ça en tête. On va aller à la table à la fin de vos notes. Et vous avez la loi de Student qui est la deuxième. Dans le fond, elle qui suit la loi normale qui est ici. La loi de Student, la table, en fait, que j'ai mis dans vos notes, elle va fonctionner de façon différente. Moi, dans mon problème avec les saumons, j'étais sûr à 95%. OK? Donc, la colonne que je vais prendre va correspondre au pourcentage qu'on retrouve à droite de ma borne. Donc, si je suis sûr à 95%, j'ai 5% d'erreur, donc j'ai 0,0, j'ai 2,5% à droite de mes bornes, puis à gauche de mes bornes. Fait qu'il faut prendre le risque d'erreur, on le divise par deux. Fait que 0,025 est là. Ma ligne que je vais prendre, comme j'ai dit, c'est mon N, moins 1. La taille de l'échantillon moins 1, c'est 19. J'avais 20 saumons, fait que 20 moins 1, fait que 19. Fait que ça va être 2,093 que je prends. OK? Donc, c'est juste qu'elle fonctionne un petit peu différemment pour trouver la colonne que l'autre, mais le reste est identique. Fait que 2,093. Y arrive, on y arrive. Donc, je vais avoir 2,093 pour mon T. 2,093 fois mon S de X qui est 30 sur la racine de N qui est 20. Donc, ma marge d'erreur va être de 2,093 fois 30 divisé par la racine de 20. Fait que ça va me donner 14,04 grammes. Donc, 19 fois sur 20, ou avec 95% de confiance. La moyenne va être un élément de 900 moins ça, qui va faire 885,96 grammes et 914,04 grammes. OK? Donc, une petite différence avec tantôt. OK? J'ai moins de données, c'est sûr que la marge d'erreur manque. Donc, ça ressemble à ça. Donc, gros cours quand même, là, quasiment 1 heure, mais pas très compliqué, je pense. Euh, Puis c'est de la matière qui est vraiment, vraiment utile là, dans des situations réelles, là. OK? Donc, la série d'exercices va être à faire. Et ensuite, vous voyez là, le prochain cours va être relativement vite, là. Maintenant, c'est pas une moyenne que je vais vouloir estimer, c'est un pourcentage qui ont une caractéristique. Fait que je vais prendre un pourcentage échantillonnal et je vais avoir une marge d'erreur ici. Fait que c'est la même chose qu'on va faire le prochain cours. OK? Donc, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.